Les États-Unis ont une dette record de 38 000 milliards de dollars, la plus élevée au monde. La Chine suit de près avec plus de 15 000 milliards, tandis que la dette mondiale atteint 250 et 1 000 milliards de dollars. En fait, chaque pays sur Terre est endetté, et nous allons vous montrer comment c'est possible. Réfléchissez à cela un instant. Si vous rassembliez chaque euro, dollar, yen et renminbi de toute la planète, cela ne suffirait toujours pas à rembourser toutes les dettes détenues par les nations du monde. Impossible peut-être, mais c'est vrai. Selon le FMI, la dette mondiale dépasse désormais 235% du PIB mondial. C'est plus du double de tout ce que le monde produit en une année. En termes simples, le PIB c'est comme le salaire annuel du monde. Si votre dette équivalait à 235% de vos revenus annuels, vous seriez dépassé. C'est la situation actuelle de l'économie mondiale, qui n'est pas arrivée soudainement. Les dépenses massives liées à la pandémie, une décennie de taux d'intérêt bas, des déficits publics persistants, avoisinant les 5% du PIB, et la forte financiarisation des économies modernes ont tous contribué à augmenter l'endettement année après année. Et pourtant, la plupart des gens ne s'en rendent presque pas compte. Maintenant, c'est là que les choses deviennent étranges. Beaucoup croient que la dette dépend de l'argent disponible, mais argent et dette sont différents. L'argent, c'est ce qu'on a en portefeuille ou sur un compte. La dette est une promesse de paiement futur, souvent avec intérêt. Aujourd'hui, l'argent est principalement créé via les prêts bancaires. Lorsqu'une banque accorde un prêt, elle crée de la monnaie numérique et une dette, sans sortir d'argent liquide d'un coffre-fort. Et cela signifie que chaque prêt ajoute plus de dettes, mais pas nécessairement plus d'argent. La dette croît plus vite que la masse monétaire, car chaque dollar issu du crédit implique un remboursement avec intérêt. Alors quand les gens demandent pourquoi on ne peut pas simplement prendre tout l'argent sur Terre et rembourser la dette, eh bien, la réponse est simple. L'argent en circulation provient surtout de la dette, et les intérêts font que la somme à rembourser dépasse toujours l'argent disponible. Et c'est ce qui rend la situation inquiétante. La dette mondiale ne diminue pas de manière significative. Les gouvernements empruntent pour financer les programmes sociaux, l'armée, les infrastructures et les crises, tandis que les entreprises et les ménages dépendent aussi du crédit. Dans l'économie actuelle, l'emprunt est devenu la norme. C'est la règle, ce qui mène à une question bien plus grande. Si chaque pays est endetté et que la dette mondiale dépasse tout l'argent sur Terre, à qui exactement emprunte-t-il ? Quels pays ont les niveaux de dette les plus dangereux et qui dominent réellement le classement mondial ? La réponse pourrait vous surprendre. Quand on pense à la dette, on imagine souvent les ménages, une famille avec un prêt immobilier ou une facture de carte de crédit à payer. Mais les pays sont très différents des ménages. Ceux-ci ont une durée de vie limitée. Les parents partent à la retraite, les gens meurent, les entreprises ferment. Les pays, eux, sont techniquement immortels. Leur existence ne s'achève ni par la retraite, ni par l'héritage. Une nation dure indéfiniment, ce qui implique des stratégies financières différentes de celles d'une famille équilibrant son budget. L'une des raisons fondamentales pour lesquelles un pays peut supporter une dette énorme sans s'effondrer, c'est que de nombreux gouvernements émettent leurs dettes dans la monnaie qu'ils contrôlent eux-mêmes. Par exemple, les États-Unis empruntent en vendant des obligations en dollars américains, parce qu'ils contrôlent leur propre monnaie et que la banque centrale peut créer plus de dollars. Le risque de défaut sur cette dette intérieure est bien plus faible que pour les pays empruntant en devises étrangères, mais toutes les nations n'ont pas cette chance. Cela contraste avec les pays de l'Union européenne. L'Italie, la Grèce et l'Espagne utilisent l'euro, contrôlé non par leur gouvernement, mais par la Banque centrale européenne. À Francfort, cela signifie que lorsque l'Italie émet de la dette, elle emprunte dans une monnaie qu'elle ne peut pas créer, puisqu'elle n'a pas le contrôle sur la masse monétaire. Les pays de la zone euro ne peuvent pas imprimer d'euros pour payer leurs dettes, ce qui accroît le risque de défaut et impose des choix financiers difficiles. Cet arrangement est souvent cité comme cause majeure de la crise de la dette souveraine européenne. Les nations peinent à refinancer ou gérer leurs dettes faute de contrôle sur leur politique monétaire, et la situation s'aggrave. Dans de nombreux pays en développement, l'absence de marché financier stable ou de monnaie locale fiable freine l'attraction d'investisseurs internationaux. Ils émettent souvent des obligations souveraines, en devises étrangères, surtout en dollars américains. Cela les rend plus attractives pour les investisseurs, mais comporte de grands risques. Un pays qui emprunte dans une devise qu'il ne contrôle pas doit obtenir ses dollars via les exportations ou les investissements étrangers pour couvrir les intérêts. Cela les rend vulnérables aux chocs imprévisibles. Malgré les différences entre pays, la dette souveraine est d'un tout autre ordre que la dette personnelle ou d'entreprise. Si vous ratez un paiement de carte de crédit, vos taux peuvent augmenter ou votre code de crédit chuter. Mais un pays en défaut n'a pas de tribunal mondial pour l'obliger à payer.
On ne peut pas saisir leurs actifs à l'étranger, ni faire appel à un juge des faillites pour régler cela. La résolution d'un défaut souverain peut durer des années, impliquant des négociations avec des banques, des prêteurs internationaux, et parfois des blocs entiers de pays. Et les conséquences touchent durement les gens ordinaires. Récession, chômage massif et coupe dans les services publics, alors que les tensions politiques montent. C'est comme un effet domino, avec de vraies vies en jeu. Prenez le Liban. Après son défaut de paiement en 2020, le pays a passé des années à tenter de négocier avec ses créanciers, sans grand progrès. Pendant ce temps, l'économie est restée déprimée. L'inflation et le chômage ont explosé, et les services publics se sont détériorés. Cela illustre la longueur et la complexité des restructurations de dettes souveraines, surtout pour les pays dépendants du financement étranger, sans accès aux marchés internationaux. Parfois, les défauts de paiement ne résultent pas seulement d'une mauvaise gestion. Le défaut partiel de la Russie en juin 2022 a surtout été causé par les sanctions économiques après l'invasion de l'Ukraine, empêchant les investisseurs étrangers de recevoir des paiements en dollars. Le défaut de la Russie n'était pas lié à un manque de fonds, mais à des restrictions extérieures bloquant la circulation de l'argent. C'est pourquoi les défauts souverains sont souvent une solution de dernier recours. Alors, si les pays ne sont pas comme les ménages, pourquoi empruntent-ils autant au départ ? C'est principalement pour gérer la croissance et maintenir la stabilité de l'économie. Les gouvernements utilisent la dette pour financer les infrastructures d'investissement, répondre aux crises comme les pandémies ou les guerres, et atténuer les hauts et les bas de l'économie. Emprunter a souvent du sens lorsque l'alternative est la stagnation, le chômage ou les troubles sociaux. Mais il y a un piège, toutes les dettes ne se valent pas. Le risque dépend du contrôle monétaire, des marchés internationaux et de la politique. Les grandes nations, avec des institutions solides et leur propre monnaie, supportent plus de dettes que les pays plus petits ou moins développés. Emprunter dans sa propre monnaie ou celle d'un autre change considérablement le risque réel de la dette. Ce n'est qu'une introduction. Nous allons maintenant voir quels pays ont le plus de dettes par rapport à leur économie. La première place pourrait vous surprendre. Pour évaluer la tension financière d'un pays, les économistes ne regardent pas seulement la dette brute. C'est là qu'intervient le ratio dette à PIB. Il compare la dette d'un pays à la taille de son économie, et il est généralement exprimé en pourcentage. Il indique simplement combien un pays doit par rapport à sa production. Un ratio de 100% signifie que le gouvernement doit autant que ce que toute son économie produit en un an. 150% signifie qu'il doit 1,5 fois ce montant. Cela correspond au nombre d'années nécessaires pour rembourser la dette en y consacrant tout le PIB, ce qui est impossible mais donne une idée de l'ampleur. Plus le ratio dette-PIB augmente, plus il est difficile pour un pays de remplir ses obligations sans augmenter les impôts, réduire les dépenses, créer de l'inflation ou restructurer la dette. Les économistes estiment que les pays avec un ratio supérieur à 77% sur de longues périodes affichent souvent une croissance plus lente, ce qui impacte les salaires, l'investissement et la productivité. Des ratios élevés peuvent aussi inquiéter les investisseurs et augmenter le coût des emprunts, compliquant ainsi la gestion future de la dette. Les chiffres ne suffisent donc pas à tout expliquer. Ce ratio aide aussi à expliquer pourquoi le plus grand débiteur n'est pas toujours le plus dangereux. Les États-Unis doivent peut-être le plus en valeur absolue, mais ils ont aussi la plus grande économie. Pour soutenir cette dette, les États-Unis émettent des bons du Trésor, considérés comme les obligations les plus sûres au monde. Une économie de confiance peut supporter plus de dettes qu'une petite ou instable, mais le ratio reste crucial car les intérêts augmentent avec la dette. Découvrons maintenant les pays qui repoussent vraiment les limites, là où ça devient un peu inconfortable. Le 10e ratio dette sur PIB le plus élevé appartient au Royaume-Uni, avec environ 101,29%. Cela signifie que le gouvernement britannique doit légèrement plus que la production annuelle de son économie. Dépasser 100% a un impact psychologique fort sur les marchés. Cela signifie qu'une nation doit plus que sa production annuelle. L'Espagne est 9e avec 101,82%. Le ratio espagnol montre des années de reprise après les crises et la pandémie. La dette a cru plus vite que la croissance, limitant la flexibilité budgétaire. En 8e position, la Belgique se situe autour de 104,47%. Le pays traîne une dette publique élevée depuis des décennies et doit générer assez de revenus pour couvrir la hausse des intérêts afin de rassurer les investisseurs. En 7e position, le Canada affiche environ 110,77%. L'emprunt du Canada a nettement augmenté durant les programmes de stabilisation Covid. Mais même avec une économie solide, le service d'une dette supérieure à 110% du PIB exige une croissance soutenue pour éviter une pression à long terme. En 6e position, la France atteint environ 113,11%.
Les fortes dépenses sociales et le poids du secteur public en France ont entraîné des déficits persistants, portant la dette au-delà de la production annuelle. En 5e position, les États-Unis se situent autour de 120,79%. Même avec la plus grande économie du monde, un ratio supérieur à 120% signifie que les paiements d'intérêts, à eux seuls, absorbent une part croissante du budget fédéral. Les États-Unis profitent d'en démettre la monnaie de réserve mondiale, mais la dette croît actuellement plus vite que la croissance. En 4e position, l'Italie atteint environ 135,33%. La situation de l'Italie inquiète les économistes car elle emprunte dans une monnaie qu'elle ne contrôle pas directement, l'euro. Cela limite sa capacité à gérer les crises par la politique monétaire et l'expose aux pressions du marché en période de récession. En 3e position, la Grèce arrive avec environ 150,89%. La crise de la dette grecque a illustré la rapidité de la panique des marchés quand la dette dépasse la capacité productive d'un pays, menant à des plans de sauvetage et des années de récession. En 2e position, le Venezuela atteint environ 164,27%. La dette du Venezuela est aggravée par l'inflation, la chute de la production et l'instabilité politique, rendant le remboursement bien plus risqué que ne le suggère le chiffre seul. Et c'est ici que la tension monte vraiment, car tout ce que vous venez d'entendre n'est toujours pas le sommet. Le ratio dette-PIB d'un pays dépasse même 164%. Et il s'agit du Japon. Son ratio s'élève à environ 236,5%. Cela signifie que le gouvernement doit plus du double de la production annuelle du pays. Certaines estimations l'estiment plutôt à 195% en 2023, ce qui était déjà le taux le plus élevé parmi les grandes économies avancées. Quoi qu'il en soit, le Japon n'est pas seulement en haut de la liste, il est dans une catégorie à part. Pour mettre cela en perspective, imaginez quelqu'un qui gagne 50 000 $ par an, mais qui doit plus de 118 000 $ en cartes de crédit, prêts et crédits immobiliers, et qui doit continuer à emprunter juste pour s'en sortir. C'est essentiellement à cela que ressemble un ratio dette-PIB de 236% au niveau national. La dette du Japon est si élevée que même des années de production ne suffiraient à la rembourser sans croissance continue. Et refinancer chaque année est un numéro d'équilibriste délicat. Alors, comment le Japon en est-il arrivé là ? Le Japon ne s'est pas retrouvé dans cette situation à cause d'une seule grosse erreur. Ce résultat découle de décennies de pression structurelle. La plupart de sa dette vient de déficits persistants et d'une croissance quasi nulle sur de longues périodes. Quand un gouvernement dépense plus qu'il ne collecte chaque année, la dette augmente sans cesse. Si la croissance est faible, l'économie ne peut se développer assez vite pour gérer cet endettement. La démographie joue ici un rôle clé, la population japonaise étant l'un des principaux facteurs. Dans les années 1970, le taux de fécondité est passé sous le seuil de renouvellement de 2,1 enfants par femme et poursuit sa baisse. En même temps, l'espérance de vie augmentait, créant une société vieillissante avec moins de travailleurs pour plus de retraités. En 2001 environ, 18,4% de la population japonaise avait 65 ans ou plus. En 2024, cette proportion était passée à 30,2%. Les projections montrent qu'elle pourrait atteindre 36,7% d'ici 2045. Cela signifie que plus d'une personne sur 3 au Japon sera en âge de prendre sa retraite. Une bombe à retardement démographique menace. Le vieillissement entraîne un cercle vicieux pour la dette nationale. Moins de travailleurs signifie moins de recettes fiscales. Plus de retraités signifie plus de dépenses publiques pour les pensions, la santé et les services sociaux. Pour combler cet écart, le gouvernement emprunte. À mesure que la dette et les intérêts augmentent, et que la croissance est faible, il est difficile de sortir de ce cycle. Le Japon a aussi beaucoup dépensé pendant des décennies pour stimuler son économie. Après l'éclatement des bulles dans les années 1990, la croissance a cessé. Pour éviter l'effondrement, le gouvernement a augmenté ses dépenses et la banque centrale a abaissé les taux presque à zéro. Les emprunts bon marché ont donné l'impression d'une dette maîtrisée, mais ont discrètement fait gonfler les obligations. Peu à peu, les déficits sont devenus la norme. S'arrêter brusquement aurait pu provoquer une récession, du chômage ou des troubles sociaux. Ce qui rend le Japon vraiment intéressant, c'est que malgré son énorme ratio dette-PIB, il ne s'est pas effondré. L'essentiel de sa dette est détenu localement et émis en yens, une devise qu'il contrôle. Cela donne aux décideurs la flexibilité de refinancer, de stabiliser les marchés obligataires et d'éviter un défaut soudain. Mais cela ne change pas les chiffres. Avec un ratio proche de 236%, le Japon doit sans cesse renouveler d'énormes montants de dettes juste pour rester à flot. Tout choc sur la croissance, l'inflation ou la confiance peut aggraver la situation.
C'est pourquoi le ratio dette-PIB compte plus que les chiffres bruts. Les États-Unis doivent plus en valeur absolue, mais le Japon doit davantage en proportion de son économie. Sa première place illustre comment la dette devient structurelle, liée à la démographie, à la faible croissance et aux engagements de l'État, plutôt qu'une simple conséquence des dépenses de crise. Et cela nous amène à l'extrême opposé. Il existe un pays qui se situe à l'extrême inverse, une nation qui n'a pas seulement une faible dette, mais pratiquement aucune dette nationale. Et ce pays, c'est le Liechtenstein. Le Liechtenstein n'émet pas d'obligations souveraines et ne porte pas de dette nationale, contrairement à la plupart des pays. Son gouvernement fonctionne sans dette. Ses engagements sont uniquement à court terme, liés à son fonctionnement. Il n'a pas de dette à long terme à renouveler chaque année, une véritable anomalie dans la finance mondiale. Comment cela est-il possible ? La réponse réside dans l'échelle, la structure et les revenus. Le Liechtenstein est l'un des plus petits pays de la planète, avec une population de moins de 40 000 habitants. Mais malgré sa taille, c'est l'une des nations les plus riches du monde en termes de revenus par habitant. L'économie repose sur la production à forte valeur ajoutée, les exportations industrielles spécialisées et les services financiers. Le pays maintient toujours des budgets équilibrés ou excédentaires, couvrant ses dépenses publiques par ses recettes actuelles sans recourir à l'emprunt. Le Liechtenstein profite aussi d'une forte intégration avec la Suisse. Il utilise le franc suisse, l'une des monnaies les plus stables du monde, sans banque centrale ni marché de la dette. Cela réduit la pression qui pousse les grands pays à creuser des déficits et émettre des obligations. Et surtout, le Liechtenstein ne fait pas face aux mêmes exigences que les grandes nations. Il n'a pas d'armée, il a des besoins en infrastructures minimes et un secteur public ultra efficace. Des revenus stables et peu d'obligations rendent l'emprunt inutile. Ce modèle n'est évidemment pas généralisable. Le Liechtenstein peut fonctionner sans dette précisément parce qu'il est petit, riche et spécialisé. Les grands pays, avec des millions d'habitants, des populations vieillissantes, des engagements militaires mondiaux et des économies complexes, ne peuvent fonctionner sans emprunter. Voilà la vraie leçon. La dette mondiale est inhérente aux économies modernes, ce n'est pas un accident. Le fait que cette dette devienne dangereuse ne dépend pas seulement du montant dû, mais aussi de qui la contracte, et de la manière dont ils empruntent, et sur quel type d'avenir ils misent. Regardez la vidéo. Que se passerait-il si l'économie américaine s'effondrait, ou celle-ci ?